Certains d'entre vous sont évidemment membres du club, ce fameux club qui existe depuis 2010 maintenant, et certains d'entre vous sont venus également avec des personnes qui ne connaissent ni le club, ni Delville Management de notre cabinet. Aussi reviendrai-je sur deux, trois points concernant notre activité et le club Delville. Le club, c'est 300 personnes aujourd'hui en France, 300 dirigeants d'entreprise qui sont managers de transition ou nos clients ou experts ou fonds d'investissement ou sociétés de M&A, entre autres. Plus une centaine en Angleterre. Voilà, on organise 6 rencontres en plénière par an. Qu'est-ce qu'on y fait d'autre? Qu'on reçoit des intervenants aussi prestigieux et qui vont s'afficher normalement. Voilà, à l'instar de Guillaume, on reçoit des intervenants dont vous reconnaissez certains, même d'anciens ministres comme Luc Ferry, Jacques Séguéla, Henri Proglio, Jean-Pierre Levade, j'en passe et des meilleurs. Que ce club nous permet depuis 2010 d'asseoir et de grandir, de faire grandir la notoriété de la marque Delville Management. Mais chez Delville Management, que faisons-nous? Tout le monde se pose la question. Nous faisons du management de transition. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, le management de transition consiste à impliquer des managers chez nos clients. On accompagne nos clients, mais sous forme de missions, sur des missions qui ont des durées moyennes de l'ordre de 8 mois, dans tous les secteurs d'activité et sur toutes les fonctions dirigeantes du haut du middle management et du top management également. La promesse client, qui est la nôtre, est de répondre à 80% des demandes en 72 heures, ou moins si possible. Voilà. Donc aujourd'hui, Delville Management, c'est 60 missions en cours, à l'heure où je vous parle. C'est entre 3 et 4 missions qui démarrent chaque semaine. Et pour arriver à ce tour de force, je lis mes notes, on ne sourit pas, c'est 26 personnes qui travaillent entre Paris et Londres, où on a un bureau depuis 5 ans maintenant. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Que notre rôle, et j'en viendrai à Guillaume, que notre rôle est triple. Notre rôle, évidemment, il est de trouver des clients ou de trouver des missions pour nos managers de transition, ça on le comprend bien. Le deuxième rôle, il est de trouver des managers et donc de faire passer des entretiens à nos managers de transition et d'organiser ce recrutement pour le compte de nos clients. Et le troisième rôle qui est le nôtre et qui nous prend d'ailleurs un tiers de notre temps, quasiment, c'est d'assurer que les missions se passent bien et que nos clients sont satisfaits, donc d'assurer le delivery de nos missions. Alors, comme un tiers de notre temps, on le passe à recruter nos clients, plutôt que de détailler le fameux parcours de Guillaume, je me proposais, alors je ne sais pas si vous voyez bien au fond, là, c'est peut-être écrit un peu petit, je me proposais qu'on fasse ensemble passer un entretien à Guillaume ce matin, parce que c'est notre métier. Hein, si tu es d'accord pour te prêter au jeu. Voilà. Mais avant de démarrer et avant de détailler ce superbe parcours de manière, enfin de détailler voilà, platement ce parcours, l'idée est quand même de revenir sur 2-3 points qui caractérisent Guillaume, au-delà du fait qu'il ait accepté, encore une fois, je te remercie, notre invitation aujourd'hui, et au-delà du fait que Guillaume soit aussi successful que ça, n'est-ce pas? Il est en plus très sympa et en plus fait preuve d'humilité. Et donc dans ce cadre, il y a 2-3 petits points, parce qu'au-delà de son parcours, il y a 2-3 choses qu'il ne nous dira pas.
La première, c'est qu'il y a 2 ans, il a été primé comme étant l'entrepreneur de l'année, c'était en 2015, dans la catégorie vision stratégique. La deuxième chose, c'est que l'an dernier, et non, ces 5 dernières années, O2, ou plutôt WeCare, le groupe, a été la société qui a créé le plus d'emplois en France ces 5 dernières années. C'est Guillaume, je préfère le dire à ta place. Et que le groupe, pour revenir sur 2-3 chiffres, c'est juste 17 500 personnes, je parle sous ton contrôle, dont la moitié d'ETP, d'équivalent temps plein, près de 8 000 ETP, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une société qui a été créée, on y reviendra, juste en 1999, avec un business qui s'établit pour moitié sur des offices de ménage ou d'aide sur du ménage, 30% du business qui est de l'accompagnement des personnes âgées, et 20%, donc 20% qui est de l'accompagnement des personnes âgées, et 30% qui est de l'accompagnement de l'enfance. C'est ça? Bon, super. Alors, Guillaume, donc je vais m'asseoir à côté de toi. Et puisque tu es d'accord pour te prêter au jeu de l'entretien, eh ben on va te faire passer un entretien. Voilà, on n'a pas la table, les chaises. Tu es diplômé d'une fameuse école de commerce qui est l'EDEC. Et ici, ce matin, je crois qu'il n'est pas arrivé, il y a Martin Barbier, qui est le président des alumni de l'EDEC et qui peut être bien fier de son diplôme, n'est-ce pas? Alors, je voulais savoir pourquoi l'EDEC, qu'est-ce qui t'a motivé à faire une école de commerce à la base? Alors, c'est là où ça commence à être un peu compliqué et pas très glorieux. J'ai toujours voulu faire une école de commerce parce que j'ai toujours voulu créer une boîte. Et j'ai toujours voulu créer une boîte parce que quand j'avais une dizaine d'années, j'ai lu un auteur qui habituellement sert à coincer les armoires normandes, qui est Paulus Sulitzer. Et j'avais lu Le Roi Vert et je m'étais dit, ouais, c'est incroyable, c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc c'est pas forcément super glorieux. L'entretien commence pas très bien parce que là, je commence avec une mauvaise note. Parce qu'expliquer qu'on tire sa vocation et de Paulus Sulitzer, c'est pas franchement le truc le plus classe du monde. Alors en général, on dit on devient pompier parce que ses parents sont pompiers, on devient médecin parce que ses parents sont médecins. Est-ce que toi, tu es devenu entrepreneur parce que tes parents étaient entrepreneurs? Pas du tout. C'est vraiment parce que j'ai lu ce bouquin. C'est terrible. Non mais là, tu veux vraiment m'embarrasser, là, je pense, parce que non, j'ai pas d'entrepreneur dans la famille. Alors j'ai un père qui était cadre, mais une mère qui était médecin et surtout mère au foyer, un grand-père qui était militaire, un autre qui était médecin aussi. Donc pas de rien d'anormal jusque-là. Pas d'antécédents familiaux. Grave. Très bien. Bon, EDEC, donc quelle année? 96. 96, date de diplôme. C'est ça. Après quoi, entre 96 et 99, date de création de ta première société, que fais-tu? J'étais contrôleur de gestion sur les grands projets d'infrastructure de la Française des Jeux. D'accord. Donc une très très belle boîte avec des gens assez incroyables. Mais aussi, il y a des choses au top et des choses qui le sont beaucoup moins. C'est aussi une entreprise qui est très politique dans tous les sens du terme. Et j'ai quitté cette prison dorée parce que de toute façon, mon objectif était de créer mon entreprise. Et c'est pour ça que j'avais fait ce parcours, c'est pour ça que j'avais fait ces études. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 99. D'accord. La première société s'appelle comment? Alors, 99, ce qui est bien en fait, c'est que des fois, j'interviens dans des écoles et il y a plein de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et là, au moins, comme j'ai des gens qui ont à peu près mon âge, voire un peu plus, vous avez tous connu la fin des années 90 et la folle période de l'Internet. Et vous vous rappelez tous un peu à quel point c'était une ébullition et un truc de fou. Et donc, avec 2 associés, on avait décidé de quitter nos jobs respectifs pour monter une plateforme Internet de service à la personne, de service à domicile. Et on s'était vraiment creusé les méninges de façon incroyable. On avait appelé ça At Home, avec le at arrobase. Très en avance. Le modèle des pure players était un peu en train de s'estomper au profit d'un modèle qui était le click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle. Le click
et le mortar. Et donc, on avait une autre entreprise dans le secteur qui était, elle, une entreprise typiquement mortar, avec une agence physique, avec un centre d'appel physique, etc., qui existait à Lille depuis 1996, qui s'appelait Unipol. On les a rencontrés, on leur a dit, dites, vous êtes entreprise physique, mortar, classique, traditionnelle. Nous, projet web, on va faire le mariage et on va lever des fonds et on va être les rois du monde. Donc, on se met d'accord. On appelle la fusion entre Unipol et At Home, on l'appelle O2. Et on décide d'aller se lancer sur le marché et d'aller lever des fonds. Le temps qu'on se mette d'accord sur la partition départ, sur le business plan, sur tout ça, etc., on arrive avec tout notre merveilleux modèle le 15 avril 2000. Et là, j'entends déjà les petits rires dans la salle, des gens qui se rappellent de la chronologie de l'époque, qu'effectivement, la bulle Internet, elle a explosé fin mars. Et avant, tous les jours, tu avais 2, 3, 5, 10 levées de fonds. On nous apprenait à faire des elevator pitch, être capable en 2 minutes de réussir à convaincre un investisseur de mettre des millions de francs, parce qu'on était encore en francs, dans son projet. Avant, il y avait tous les jours 2, 3, 5, 10 levées de fonds. Après avril 2000, s'il y en a eu 2, 3 d'ici la fin de l'année, ça a été le bout du monde. Et je vais directement tuer tout suspense. On n'a pas fait partie de ces quelques rares heureux élus qui ont réussi à lever après avril 2000. Donc, on s'est retrouvé avec un très joli projet qui nous a permis de gagner quand même des concours de création d'entreprise, et notamment un prix de la Fondation Vivendi, qui nous a permis de lancer un pilote à Lille dès tout début 2001. Comme on n'avait pas assez d'argent, il y a 2 associés qui ont définitivement quitté l'aventure. Et donc on s'est retrouvé à 3, et 2 des associés, dont moi, on a été obligé de reprendre un emploi parce qu'on n'avait pas de quoi se nourrir sinon. On a laissé un des associés à la direction de l'entreprise. Moi, j'ai repris un emploi salarié chez Relais. En plus de la société. Ouais, adjoint directeur du réseau chez Relais à partir de fin mars 2001. Puis je lui ai dit à mon associé qui était resté... je mettrai un peu d'argent, tu m'appelles quand tu veux, je m'en occuperai un peu, je t'aiderai, etc. Sauf qu'en avril 2001, il apprend qu'il est très gravement malade, et donc pendant un peu plus de 2 ans, il doit se soigner, il ne peut plus s'occuper de l'entreprise. Et donc, par la force des choses, j'ai dû, moi, consacrer beaucoup de temps, et tous mes soirs, les week-ends, pendant les vacances, à ma boîte en parallèle de mon job. Et donc, j'avais une assistante polyvalente. La boîte était toute petite, on faisait 30 000 € de chiffre d'affaires. Et ça a duré combien de temps, les 2 jobs en même temps? Ça a duré 2001, 2002, 2003, 2004. Et en juin 2004, j'ai définitivement quitté toute fonction salariée. Entre-temps, on avait fait évoluer le modèle. Au départ, on était sur un modèle de concepteur et distributeur de services à domicile. Donc, on était vraiment une plateforme. On concevait les cahiers des charges, on distribuait les services, on les commercialisait, mais on ne les réalisait pas. Derrière, c'était des sous-traitants qui les réalisaient pour nous. Et on faisait 80 services à domicile. Et on a fait 2 évolutions stratégiques majeures. La première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était incroyablement plus pertinent, plutôt que de vouloir faire 80 services dans une ville, de proposer 1 à 2 services, mais dans 80 villes. Et la deuxième chose, c'est que... et donc on a concentré nos efforts sur l'entretien de la maison, le ménage au passage et la garde d'enfants. Et la deuxième mouvement stratégique important, c'est qu'au départ, on travaillait avec des prestataires, et on est devenu, par la force des choses là aussi, nous-mêmes prestataires de services, parce que sinon, il n'y a pas suffisamment de marge et puis il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée pour nos clients. Donc, ces 2 évolutions majeures. À partir de 2004, on a un modèle qui commençait à tourner, et là, on a commencé à le dupliquer. Tu te rappelles du nom de ton premier client? Non. Je peux t'en donner un si tu veux, mais ça serait le pipeau. Mais le premier, tu t'en rappelles pas. La première facture que tu as émise, tu te rappelles plus pour qui c'était. Parce que les gens, ils ont toujours l'impression qu'un groupe comme ça de 250 millions, ça se crée facilement. Et on voit pas tout. Les gens réalisent pas forcément qu'on a démarré, les entrepreneurs, on a démarré
ou les entrepreneurs présents ici dans la salle, ont démarré dans un bureau tout seul, à aller présenter la première femme de ménage à son premier client, a envoyé sa première facture, a été au tribunal de commerce pour enregistrer son premier cabis, etc. etc. Enfin, Elle a été à son premier tribunal des prud'hommes pour prendre son premier chèque. c'est ça, il y a d'autres belles Il y a histoires. d'autres très belles histoires à raconter. Bon, donc on est en 2004. Donc on est en 2004. En fait, c'est le vrai démarrage de l'entreprise, c'est 2004. Parce qu'en 2004, 2004, on avait clôturé le 2003 à une trentaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. 2004, on va faire un peu plus de 200 000 euros. Et en 2004, en fait, c'est le moment décisif. Donc j'ai toujours mes deux associés, donc on est 3. Et donc on venait de clôturer un exercice à 30 000, on allait vers 200 000 et on se dit on veut devenir leader mondial. C'est n'importe quoi, mais c'est ce qu'on s'est dit. Parce que le leader mondial... Mais oui, mais... Parce que le leader mondial, il faisait 500 000 $, il faisait 500 000 euros. 3,5 milliards de dollars. Ouais, donc plus gros quand même. Un peu, mais... Un peu plus gros, quoi. En fait, il faut avoir de l'ambition, c'est ce qu'on se dit. Hein. Oui, mais alors ça peut paraître complètement délirant, mais depuis... Enfin, c'est vraiment le moment fondateur. C'est vraiment le moment fondateur. On se dit, voilà, dans 30 ans, il faut qu'on soit leader mondial, c'est-à-dire que dans 10 ans, il faut qu'on soit leader en France, dans 20 ans, il faut qu'on soit leader en Europe, et dans 30 ans, il faut qu'on soit leader mondial. Et dès qu'on a dit ça, eh ben, on change tout. On change tout, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'argent pour nourrir cette ambition. On va chercher des gens qui sont extrêmement bons pour nous accompagner. On pense long terme et pas court terme. Et ça change tout. Et il y a 3 ans, j'ai assisté à une conférence avec Edgar Gros-Piron. Alors ça, c'est aussi chouette parce que je sais que vous connaissez, alors que des fois, quand j'interviens auprès de jeunes, ils ne connaissent pas du tout. Edgar Gros-Piron, donc champion olympique de ski de boss en 1994. Et Edgar Gros-Piron, il nous avait expliqué qu'un an avant les Jeux olympiques, le directeur technique réunit tous les bosseurs, les mecs qui font du ski de boss, et il leur dit, les gars, j'ai un gros problème. Vous êtes une trentaine et j'ai 4 places. Vous êtes une trentaine qui avait fait des podiums. Vous êtes une trentaine qui avait la capacité à aller prendre une médaille et j'ai que 4 places. Il va falloir que vous m'aidiez à savoir qui j'emmène. Et donc, il y a les premiers qui commencent à parler. Il y en a un qui dit moi, faut que vous m'emmeniez parce que les jeux, c'est le rêve d'une vie. Très bien. Il y en a un autre qui dit moi, compte tenu de mon âge, c'est la dernière fois que je pourrais participer aux jeux, donc il faut vraiment que j'y aille là. Okay. Un autre qui dit moi, au contraire, je suis jeune, donc je préfère les prochains, je laisse ma place. Ah, c'est sympa, merci. Donc ça continue comme ça. Puis à un moment, il y en a un qui est un peu gonflé qui dit moi, il faut que vous m'emmeniez parce que dans un bon jour, je peux faire un podium. Un autre, après, 3-4 qui reparlent, un autre qui dit moi, il faut que vous m'emmeniez parce que dans un bon jour, je peux prendre la médaille d'or. Impressionnant. Et puis, ça passe encore. Et puis en dernier, il y a Gros-Piron qui parle et qui dit de toute façon, coach, vous n'avez plus que 3 places parce que la mienne, vous pouvez déjà la mettre et mon nom, vous pouvez déjà le graver sur la médaille d'or parce que la médaille d'or, elle est pour moi. Et tout le truc qu'il explique, c'est globalement, si tu n'as pas un but incroyable, si tu ne te fixes pas cet objectif et que derrière, tu ne mets pas en place tous les moyens pour l'atteindre, tu n'as aucune chance de l'atteindre. Ce n'est pas pour ça que tu l'atteindras. Mais si tu ne te dis pas, et si tu ne crées pas, et si tu ne mets pas tous les trucs par rapport à ça, jamais tu atteindras ton objectif. Et depuis, et après, bizarrement, 3 semaines après, je vois Marc Tiercelin. Et Marc Tiercelin, c'est un super navigateur. C'est le mec qui est connu comme étant capable de tirer le mieux de son navire, le mieux de son bateau, le mieux de tout ce qu'il a. Et il nous explique sa conception de la voile, que dès qu'il a atteint un budget minimum pour prendre part à une course, il y va. Et qu'à chaque fois, il tire des choses extraordinaires. Et il dit dans la voile, par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas très aimé de nous, les vrais voileux, quoi. C'est Marc Desjoyaux, parce que Marc Desjoyaux, lui, il part que quand il a une quasi-certitude, enfin, quand il a une bonne chance de gagner. Et d'ailleurs, il gagne 50% de ses courses, Marc, etc. Marc Tiercelin, il n'a jamais rien gagné. Il a fait des podiums, il a fait des trucs géniaux avec ce qu'il avait, mais il n'a pas gagné parce qu'en fait, il n'a pas cette volonté cheville au corps d'être le numéro 1. Et on était tous les deux, il y a quelques semaines, on a rencontré justement Marc Desjoyaux et qui nous a expliqué exactement ça, qu'à un moment dans sa vie, il y a eu un déclic et qu'il a commencé à avoir
cette culture de la gagne et cette volonté d'être numéro un. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. En tout cas, qui est fondamental dans notre histoire, c'est qu'on s'est dit, notre objectif, c'est que l'entreprise devienne numéro un. Et ouais, le point que je viens de dire, en fait, il est super important, c'est que c'est pas moi, c'est l'entreprise. Et tout de suite, quand on s'est dit ça, d'ailleurs, avec mes associés, on s'est dit, compte tenu de l'objectif qu'on a, de cet incroyable objectif qu'on a, il est extrêmement vraisemblable que on travaille à notre propre éviction. Parce qu'on ne sera pas capable, très vraisemblablement, d'accompagner l'entreprise à tous les niveaux de sa croissance. Parce que c'est quand même un truc qui est fou. C'est quand vous créez votre boîte, vous êtes seul. Puis après, vous êtes 2, vous apprenez à partager. Vous êtes 10, vous apprenez à déléguer. Vous êtes 100, vous apprenez à structurer. Vous êtes 1000, vous devez tout organiser. Vous êtes 10 000, votre job, il a fondamentalement changé. Vous êtes passé d'un job d'homme orchestre à un job de chef d'orchestre. Ça n'a rien à voir. Et donc, et ça, c'est vrai pour le chef d'entreprise, mais c'est vrai à tous les niveaux. Au départ, vous aviez une seule personne qui s'occupait de la partie financière. Et à un moment, vous allez avoir un comptable, puis un contrôleur de gestion, puis quelqu'un pour la trésor, puis machin, etc. Est-ce que la première personne que vous avez recrutée, elle est capable de monter et de grimper les différents échelons? Puis à un moment, vous avez un responsable financier, mais est-ce que ce responsable financier est capable d'être directeur financier? Et puis à un moment, vous avez un directeur financier, mais est-ce qu'il est capable de continuer à monter, etc. Et les compétences qui sont nécessaires à chacun des échelons sont différentes. Dans mes 2 associés, il y en a le premier, c'était un défricheur incroyable, un démerdard impressionnant, avec un charisme fou. Mais alors quand la boîte a commencé à se structurer, il était malheureux comme une pierre parce que c'était pas son trip. Et donc, il a fallu qu'on gère sa sortie, et ça s'est très bien fait. Et de toute façon, on se l'était dit au départ. On s'était dit, la chose qui est la plus importante, c'est l'entreprise. Et parce qu'on va embarquer avec nous des hommes et des femmes, et que ces hommes et des femmes, on leur fait une promesse, on les embarque sur une vision, on les embarque sur un projet, et on ne peut pas se permettre de leur donner quelque chose on ne peut pas se permettre de ne pas leur donner le meilleur, en tout cas de ne pas essayer de leur donner le meilleur. Et à un moment, si nous, on n'est plus les bonnes personnes, il faudra qu'on ait le courage de se dire, il faudra qu'on ait le courage de l'accepter, il faudra qu'on ait le courage d'en tirer toutes les conséquences. Et donc, David, qui était un de mes 2 associés, il est parti dès 2010. Et puis là, il y a un an, Renaud, mon dernier associé, qui est lui aussi qui a le cerveau le plus brillant que j'ai rencontré, qui est un codeur incroyable. Il code à une vitesse et une pureté, machin, c'est impressionnant. C'est un excellentissime chef de projet. Par contre, c'est un DSI catastrophique. Parce que c'est pas son kiff. C'est pas là où il prend du plaisir. Et donc, voilà, tu vois, et ça remet pas en cause la qualité des gens. C'est juste qu'il y a des gens qui ont des compétences qui sont extrêmement différentes. Et moi-même, l'objectif, donc, c'est que l'entreprise devienne numéro 1 mondial. Alors, la vision, c'est devenir l'entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients, et dans cet ordre-là. Et on deviendra, et moi j'ai aucun débat sur le fait que WeCare sera le groupe numéro 1 mondial dans quelques années. Mais par contre, il est extrêmement, extrêmement vraisemblable que ce ne sera pas moi qui serai à la tête de cette entreprise. Parce que aujourd'hui, j'imagine et je projette le fait que le patron de cette boîte, il sera peut-être le lundi en France, mais le mardi en UK, le mercredi aux États-Unis, le jeudi en Chine et le vendredi en Afrique quelque part. Et franchement, ça me fait pas rêver. Hein. Donc, si j'en ai pas l'appétence, alors qu'en plus aujourd'hui j'en ai vraisemblablement pas les compétences, je développerai jamais les compétences qui sont nécessaires pour faire ce job. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Il y a un projet pour l'entreprise, il y a une ambition pour l'entreprise. Donc on est en 2007, et là, donc on sait maintenant quelle mouche t'a piqué. Ah non, c'est en 2004 qu'on se dit ça. Ouais, non, mais en 2000, moi je suis en 2007 dans ton parcours. On sait quelle mouche t'a piqué, et tu ouvres une 60aine d'agences en 6 mois. C'est ça ? En 5 mois, on a ouvert 63 agences. Alors comment on fait ça ? Comment on fait ? Il faut les recruter, les gars, il faut trouver les bureaux, comment on fait ? Déjà, il faut lever l'argent, ce qu'on avait fait juste un peu avant. Ouais. Et puis après, en fait, on a organisé une task force avec une personne en charge du recrutement, avec des personnes qui derrière sont
en charge d'encadrer les nouveaux responsables d'agence. Et puis surtout, on le fait, ce qui est beaucoup plus simple, on le fait avec des succursales. En franchise, ça aurait été très compliqué, mais en succursale, tu le fais. Au pire, si tu te plantes dans le recrutement, parce que tu sais très bien que le recrutement n'est pas une science exacte, si tu te plantes dans le recrutement, au pire du pire, la personne, bah, on se sépare. La personne, soit elle retrouve un emploi tout de suite, soit elle bénéficie des indemnités de chômage. Et toi, tu peux changer le manager. Donc, c'était pas très grave. Alors que par contre, quand tu es avec des franchisés, là, tu as une responsabilité qui est immense. Moi, un franchisé, il est hors de question qu'un franchisé se plante. Mais quand tu es avec des succursales, tu peux prendre plus de risques. Et toi, tu peux prendre des risques. Et le manager que tu prends peut prendre des risques. Parce que, encore une fois, au pire, l'un et l'autre n'ont pas perdu grand-chose. On a tenté, sincèrement, de faire les choses. Et puis, si ça ne se passe pas bien, bah, ça ne se passe pas bien. Et chacun poursuit sa route. Sans qu'il y ait de dommages, comme tu peux avoir quand tu as des franchisés. Les franchisés, c'est quelle répartition de ton chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, en répartition de chiffre d'affaires, c'est assez faible parce qu'on s'est lancé dans la franchise que récemment. Ça fait à peine 3 ans et demi que sur la marque O2, on a commencé à faire de la franchise et puis on a racheté APF Service il y a 1 an et demi. Et là, il y avait beaucoup plus de franchisés. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la moitié de nos agences qui sont des agences en franchise et la moitié qui sont des succursales. Mais les franchisés représentent une part de chiffre d'affaires qui est bien moindre que celle des succursales. Aujourd'hui, c'est 50-50 en termes de répartition de nombre d'agences, mais en chiffre d'affaires, c'est plus de 80% dans les succursales. Alors, pour ouvrir tout ça, effectivement, et c'est dans cet ordre-là, il faut des fonds. Oui. Moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui me disent « Ah non, il ne faut absolument pas parler à ces gens-là qui ont de l'argent, qui veulent investir partout. Après, c'est des contraintes. » Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse? C'est quoi la bonne question à se poser? Alors, la bonne question à se poser, elle est qu'est-ce que l'on veut faire? À partir du moment où tu te dis je veux être dans une stratégie et une trajectoire de croissance, faut que tu te donnes les moyens de le faire. Si tu te dis moi mon objectif c'est juste de créer mon emploi et derrière de rester à la tête de mon entreprise avec les copains du départ, avec peut-être la famille que je fais bosser au départ dans mon entreprise, reste comme ça. Ce qui peut fonctionner. Hein. Ce qui peut très bien fonctionner. Et encore une fois, chacun son choix, son objectif, son parcours, et je ne critique absolument pas ce type de choix. Mais le jour où tu décides d'être dans une trajectoire de croissance, il faut les moyens d'aller dans cette trajectoire. Et les moyens, le premier des moyens, c'est le moyen financier. Et sauf si tu es très riche ou que tu as une famille très riche, tu es obligé d'aller chercher de l'argent. Et de toute façon, même si c'est ta famille, tu dois te comporter avec eux comme avec des investisseurs. Donc, il faut surtout, mais surtout pas avoir peur de faire rentrer des investisseurs. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a accéléré beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que tous les autres acteurs de ce secteur. C'est parce qu'on a fait appel très tôt à du capital risque et qui nous a permis de démarrer. Après, les vrais conseils, c'est bien choisir le type de fonds avec lequel tu travailles. Nous, au départ, on a été choisir un fonds qui ne nous avait pas proposé la meilleure valorisation, mais qui, par contre, s'inscrit dans une logique long terme. Qui est un fonds plutôt family office. Qui est un family office, absolument. Et donc, qui nous a accompagnés pendant 9 ans. Parce qu'il n'avait pas de durée. En fait, il nous a accompagnés, il aurait pu nous accompagner encore plus longtemps, mais le patron, l'actionnaire du fonds a changé de stratégie parce que c'était avant tout un entrepreneur. Et au début, il était dans une stratégie un peu patrimoniale de mettre des billes dans un certain nombre d'entreprises dans une position minoritaire. Et puis après, la passion de l'entrepreneuriat l'a repris et il s'est dit, quand je suis minoritaire, je ne peux pas décider de la stratégie tout seul. Donc il est passé dans une stratégie majoritaire, voire très, 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 très majoritaire. Et il nous a dit, et il a dit à ses différentes participations, soit je prends la majorité, soit vous m'organisez ma sortie. Et donc on a organisé sa sortie. Et on est allé voir un autre fonds qui est là aussi en train de sortir. Donc voilà, donc on gère ça et ça se gère très bien. Et je pense que c'est des vrais apports au-delà de l'apport financier.
Donc aujourd'hui, c'est 20% du Aujourd'hui, c'est 20% du capital. capital qui est de détenu Wicker. par... tout à fait. La question à se poser avant de faire rentrer un fonds, enfin sur l'arbitrage de est-ce qu'il faut faire rentrer un fonds ou pas, la bonne question n'est-elle pas de se dire, tiens, si j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque, est-ce que cela accélérerait le développement de mon entreprise? Oui, mais ouais, obligatoirement de toute façon. Et obligatoirement, de toute façon, c'est par rapport à ton plan de développement. Mais après, la vraie bonne question à se poser, c'est quel est le type de fonds? Parce que tu as vraiment différents types de fonds et surtout quel est l'horizon D'investissement. d'investissement. Parce que beaucoup de fonds ont une durée qui est de 5 ans réelle dans l'entreprise. Et donc, les 2 premières années, c'est des années d'investissement. L'année 3 et 4, c'est les années de rentabilisation pour qu'en année 5, le fonds sorte avec le maximum de retour. Et si de toute façon, tu n'as pas réussi à le sortir au bout de 5 ans, tu as des clauses de cession et de sortie. Parce que de toute façon, structurellement, le fonds est créé avec une durée de vie. Et les gestionnaires de fonds ont été récupérés des capitaux qui doivent de toute façon redonner Bien au sûr. bout d'un certain temps. Donc, c'est là où il faut comprendre le mécanisme des fonds pour aller chercher le fonds qui est le plus adapté par rapport à ta période de croissance, par rapport à ton horizon, par rapport au plan de développement que tu as. Donc après, c'est croissance organique et croissance externe également? Croissance organique pendant des années. C'est pour ça pendant des années, on s'est appelé juste O2. Hein, on n'avait qu'une seule marque. Et on a fait de la croissance organique. Et puis, depuis 1 an et demi, on commence à faire de la croissance externe. Donc, on a racheté l'année dernière APEF Service. On a racheté cette année à l'international Interdomicilio. On avait racheté aussi l'activité de Net qu'on a rebaptisée France Présence. Donc, on a dans l'activité de Net dans les services à la personne, pas toute l'activité de Net. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a renommé le groupe pour lui donner un nom qui n'est pas celui d'une des marques. Parce que sinon, si votre nom de groupe est le nom d'une des marques, cette marque, elle écrase les autres marques. Bien sûr. Donc Wicker. Donc Wicker depuis l'année dernière. Très bien. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Ça s'est pas vu. T'inquiète, ça s'est pas vu. Hein. Non, personne n'a remarqué. Pourquoi Wicker peut-être? Ah oui, c'est ça la question. Donc maintenant, tu parles espagnol. Non, je sais juste dire un truc en espagnol. C'est un cerveza por favor con Ramón Ibérico. C'est pas mal. Ça permet de survivre. Bonne progression. Non, ça permet de survivre, mais sinon le reste. Pourquoi? Parce qu'elle répète le nom de la boîte que tu as achetée en Espagne là. Interdomicilio. Voilà, Interdomicilio, qui est en Espagne et au Mexique également. Qui est en Espagne, au Portugal et au Mexique. Alors quel est ce choix de traverser l'Atlantique et de commencer par le Mexique? Ah mais alors c'est absolument pas un choix. C'est absolument pas un choix. Et même l'Espagne n'est absolument pas un choix. Mais en fait, c'est juste une rencontre. Il y a des... alors, on a bien évidemment nos oreilles ouvertes et nos yeux ouverts pour regarder un peu partout les opportunités et ce qui se passe à l'international et en France. Et on a rencontré... alors, je ne sais pas si c'est eux qui nous ont contactés ou je ne me rappelle plus dans quel sens ça s'est fait. Mais derrière, après, c'est une rencontre avec le dirigeant d'Interdomicilio. Et le mec est assez extraordinaire. Il avait monté ça en pleine crise espagnole. Il a commencé à se développer en Espagne. Puis après, il a très rapidement commencé à franchiser au Portugal. Il s'est lancé aussi en Colombie, mais ça ne marche pas trop bien, c'est pour ça que je n'en parle pas trop, et au Mexique. Et il arrive à la fin de la crise espagnole, au moment du redémarrage, et il est à sec au niveau cash, et il a besoin d'un second souffle. Et nous, on est capable de lui apporter ça. Et il est bien. Et tu vois, on a des partages de valeurs, et on s'est dit, on a envie de travailler ensemble. C'est quelle taille d'entreprise à l'époque? C'est petit, hein, c'est quelques millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 5-6 millions d'euros en Espagne. Et un peu moins en Portugal et en Mexique. Donc c'est petit, c'est pas un gros truc, mais
on va pouvoir l'accompagner. Et l'objectif, c'est de l'accompagner, de le faire grandir, de l'aider. Et c'est une première expérience sur l'international C'est une également. deuxième expérience parce que la première, on l'a cachée, on l'a mise sous le tapis parce que c'était complètement planté. On avait commencé à tester le truc en Belgique. Et en Belgique, en fait, on avait voulu dupliquer exactement ce qu'on faisait en France. Donc, c'était lamentablement planté. Et ça nous avait appris que plutôt que de vouloir reproduire et y aller avec nos gros sabots et en faisant exactement, en collant le même truc, le même modèle que le modèle français, il était peut-être incroyablement plus intelligent et pertinent d'accompagner une entreprise qui existait avec des managers locaux qui connaissaient son marché et de l'accompagner dans sa croissance et dans son développement plutôt que de commencer from scratch dans un pays. Mais Nelson Mandela disait Ah. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Soit j'apprends. Et ben voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Donc on a quand même perdu un peu d'argent, mais on a appris. Bon, le reste du développement. Le prix de l'apprentissage, je crois. Le reste du développement international, c'est quoi les priorités du moment? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un vrai plan de développement international? Alors, on a de toute façon, à partir du moment où tu veux être numéro 1 mondial, tu as plutôt intérêt à avoir un plan de développement international. Donc, oui, il y a des objectifs, mais dans l'année qui vient, on est encore dans une phase d'opportunité et pas de velléité forte. Donc on regarde, on a plein de dossiers, mais on n'est pas dans un schéma obligatoire, tiens, il faut que j'achète, etc. On est dans une veille attentive et prospective et proactive, mais on n'est pas dans une... Parce qu'on a encore énormément de choses à faire en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché des services à la personne, c'est un marché de 40 milliards d'euros en France. 40 milliards. 20 milliards au black, 20 milliards déclarés. Sur les 20 milliards déclarés, le premier acteur, c'est l'emploi direct. Les particuliers qui emploient des gens en direct, notamment via le CESU. Ça, c'est les 2 tiers du marché. Après, vous avez 25% à peu près, ce sont les associations de type ADMR. Et les entreprises ont fait 7 à 8% du marché, c'est-à-dire 1,5 milliard sur les 20 milliards déclarés et sur les 40 milliards de marché total. Autant dire qu'on est des nains et qu'il y a énormément de potentiel en France. Alors 17 500 personnes qui travaillent à distance chez des clients que tu ne connais pas, les gens tu ne les connais pas. Comment ces personnes qui travaillent pour toi arrivent à avoir en tête, lorsqu'ils arrivent au boulot le matin, de se dire je porte une marque qui s'appelle O2 ou autre et je défends les valeurs d'un groupe, alors que c'est un peu comme les développeurs dans des ESN, anciennement SS2I, qui sont détachés chez leurs clients. Comment on déclenche ce sentiment d'appartenance à la marque? Tu as raison, c'est exactement un des plus grands défis de l'entreprise. Un des plus grands défis, c'est de créer ce sentiment d'appartenance. Alors déjà, tu as un certain nombre de choses que tu peux faire et qu'on fait. Je t'ai dit que la vision, c'était de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et dans cet ordre-là, parce que un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'avoir un client satisfait. Donc la première des choses, la première des valeurs chez O2, c'est le respect des personnes. Le respect des personnes par l'attention portée à nos collaborateurs, par l'attention portée à leurs projets professionnels. Et puis, derrière, il y a des petites choses qui sont symboliques et des choses qui sont beaucoup moins. Dans les petites choses qui sont symboliques, tous nos collaborateurs ont une carte de visite. Et ça peut paraître dérisoire, mais ce ne sont pas des simples femmes de ménage, ce sont des assistantes ménagères. Elles ont leur carte de visite, elles ont leur téléphone professionnel avec un forfait Internet et téléphonie illimité, ce qui permet d'avoir un lien avec l'entreprise, ce qui permet de leur envoyer des formations et de leur pousser des formations sur leur téléphone mobile, ce qui permet d'avoir leur planning, ce qui permet d'avoir les informations de l'entreprise, etc. On fait beaucoup de vidéos qu'on leur envoie, on fait beaucoup de tutoriels qu'on leur envoie sur leur téléphone portable. Et donc sur leur téléphone portable, sur leur smartphone, il y a au moins une fois par semaine, ils ont une vidéo de 2-3 minutes qui est un tutoriel de formation. Et ça crée du sentiment d'appartenance. Elles ont aussi des tenues. Donc là aussi, même si tu es chez des clients, tu n'interviens pas avec tes habits de tous les jours. Donc il y a des tenues, il y a des méthodes qui doivent être mises en place, qui doivent être mises en œuvre. Et puis, on a dans les 3 axes stratégiques du groupe pour les années qui viennent,
il y a un des axes qui est faire de l'entreprise des possibles. Et ça veut dire quoi très concrètement? Très concrètement, c'est-à-dire donner l'opportunité à chacun de nos collaborateurs de pouvoir grandir dans l'entreprise, professionnellement, par le biais notamment de la formation. On a à peu près 16 000 intervenants. Sur 16 000 intervenants, il y a obligatoirement des gens qui sont incroyablement, qui ont un niveau d'aptitude incroyable, mais qui ne les ont pas encore transformés en compétences. Et moi, je suis sûr que dans ces 16 000 personnes, tu as au moins des gens qui pourront demain, après un parcours professionnel, atteindre des fonctions de direction, voire potentiellement me remplacer à mon poste. De façon extrêmement concrète, aujourd'hui, il y a 40% des postes qui sont pourvus par la promotion interne. J'ai 8 à minima responsables d'agence qui sont des anciens intervenants. J'en ai même une qui est devenue directrice de la zone et qui dirige toutes les Yvelines. Cette personne, c'est une personne qui est issue de l'immigration portugaise et sur les 5 dernières générations, toutes les femmes dans sa famille étaient soit domestiques, soit femmes de ménage quand elles sont arrivées en France. Sa mère était femme de ménage et elle a commencé comme assistante ménagère chez nous. Elle s'est formée après au métier de la garde d'enfants, puis après elle est devenue assistante d'agence, puis après elle est devenue chargée de clientèle, puis après elle est devenue responsable d'agence, puis après elle est devenue directrice de l'agence de Rambouillet, et là maintenant elle est directrice de la zone de toutes les Yvelines. Quand on lui a annoncé sa dernière promotion, elle en pleurait, elle a parlé ici pendant 1 heure, elle était machin, etc. C'était vraiment extrême. C'est une des choses dont je suis aujourd'hui le plus fier, c'est ça. C'est-à-dire, t'as la masse, et tu le disais, on est, selon une étude qui avait été faite par Xerfi, on est l'entreprise qui, en France, qui a créé le plus d'emplois entre 2008 et 2013. Très vraisemblablement, sur les 2 dernières années, on a créé 16 000 emplois nets sur les 2 dernières années. On était, donc, ça c'est quantitativement très bien. Mais derrière, avoir des histoires concrètes, qualitatives, ça c'est super chouette, quoi. Ça c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier, c'est-à-dire que elle n'avait jamais rêvé pouvoir être autre chose qu'intervenante. Et aujourd'hui, elle est patronne de BU, quoi. Elle est patronne de plus que BU, quoi. De plus que BU parce qu'elle a toutes les Yvelines. Voilà. Et dans les choses aussi qui sont importantes, tu vois, dans accompagner les gens dans leurs rêves et l'accompagner dans cet aspect des possibles. Il y a quelques années, j'avais fait ce qu'on appelle une émission d'immersion, pour pas dire de la télé-réalité. J'avais fait Patron Incognito. J'allais t'en parler. Dans ce... Je ne sais pas si tout le monde connaît Patron Incognito. C'est le patron qui se met à la place. C'est ça, qui se met dans la peau d'une personne qui doit faire l'émission. Elle a des missions, parfois des missions de base. Donc, donc là, j'avais fait 5 métiers différents. J'avais fait garde d'enfants, j'avais fait assistant ménager, j'avais fait jardinier, j'avais été nul d'ailleurs. J'avais fait assistant d'agence. Et dans la mission d'assistant d'agence, j'étais avec Pacom. Et Pacom, c'était la pire expérience professionnelle de ma vie. C'était une catastrophe. Il faisait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Toute la journée, il a fait n'importe quoi. Il n'y avait rien à garder. Et à la fin de la journée, la prod m'a dit « Bon, c'est pas le but de l'émission, mais si vous voulez le virer, là, franchement, on ne peut rien dire. » Et en fait, on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que il faisait pas ça parce qu'il était bête. Il faisait pas ça pour faire du mal à l'entreprise. Il faisait juste n'importe quoi parce qu'on l'avait pas bien formé, on l'avait pas bien accompagné. Et après, et donc, on l'a gardé et on a travaillé sur un accompagnement spécifique. Il est devenu super bon dans son poste. Tellement bon dans son poste d'assistant d'agence qu'il est devenu chargé de clientèle. Là, il a été accompagné, formé, devenu tellement bon dans son poste qu'il est passé responsable de secteur. Tellement bon dans son poste qu'il est devenu responsable d'agence. Et là, il a pris maintenant la direction de l'agence de Nice, qui est notre plus grosse agence. L'année dernière, il était au séminaire performance parmi les 10 meilleurs performeurs de France. Et
je trouve que c'est vachement intéressant cet exemple. C'est vachement intéressant parce que ça montre que Pacôme, qui était vraiment, mais vraiment, vraiment catastrophique, et que on aurait pu, dont on aurait pu se séparer, en fait, la responsabilité était que de notre côté. On ne l'avait pas bien accompagné, on ne l'avait pas bien formé, et en l'accompagnant et en le formant, on a réussi de faire d'une catastrophe une réussite. Donc ça, c'est aussi des choses. Moi, je suis dans un métier qui est que un métier d'humain. Et s'intéresser aux gens, les accompagner, c'est extrêmement important et c'est valorisant et c'est chouette. Mais pourtant, heureusement que tu es bavard comme ça. J'ai pas de micro, j'ai plus de micro, mais au moins tu réponds aux questions sans que je les pose, c'est formidable. Et quand même, toutes ces procédures, originellement à la base de l'entreprise, c'est toi qui les as rédigées. Donc après, quand tu as été patron incognito, il suffisait, tu savais ce qu'il y avait à faire. Ouais, alors là, c'est exactement pareil que dans de très nombreux domaines. Moi, tu me mets en foot, alors là, je peux vous expliquer tous les trucs, etc. Mais alors, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un écart qui s'appelle le talent. Et la théorie, je suis nickel, hein. Mais sur tous les, dans beaucoup de domaines, hein, en théorie, sur leur passage, le machin, etc. Sur plein de choses, je suis nickel, nickel, nickel. Sauf que derrière, après, et alors, mais ça, c'était un truc qui est super important. Mais tu as raison en fait d'insister là-dessus parce que c'est un peu comme dans Arnold et Willy. Il faut tout pour faire un monde. Et il y a des gens qui ont des talents dans différents domaines. Moi, j'arrive à peu près dans le management de mon entreprise. Mais je suis extrêmement gauche de mes mains et de mes pieds et de mon corps. J'arrive pas à le faire. Jamais vous me verrez danser parce que c'est encore pire que quand je joue au foot. Voilà, j'ai même pas le sens du rythme. Je vais au Parc des Princes parce que je suis un fan de foot. J'arrive même pas à taper en rythme dans les trucs quand ils tapent dans les mains. C'est pour te dire quoi. Et voilà, et chacun a son talent. Il y a des... Et pareil, toi, Edgar Gros-Piron, il a dit, moi, je me suis réveillé, la bonne fée qui vient nous donner un talent, elle m'avait donné des genoux. J'étais comme un con, j'avais que des genoux. J'en ai fait quoi? Eh ben, je suis devenu champion olympique de ski de boss. Et voilà, moi j'ai pas de talent dans certains domaines. Il y a des gens qui ont des talents, de chant, qui ont des talents artistiques, qui ont des talents managériaux, qui ont des talents intellectuels, qui ont des talents pratiques. Et c'est ça aussi que je voulais montrer à travers Patron Incognito. C'est que il y a des gens extraordinaires qui se réalisent parce qu'ils utilisent leurs talents et qu'ils ont des talents dans les mains, qu'ils ont des talents dans l'attention qu'ils portent aux autres, dans l'accompagnement qu'ils peuvent faire, et que ce type de talent, il n'est pas moins bien ou moins valorisable ou moins tout ce que l'on veut que d'autres talents qui peuvent exister dans l'entreprise, et que globalement, la valeur des personnes n'est pas liée au poste qu'elles peuvent occuper ou au talent qu'elles peuvent déployer, parce qu'on a tous des talents différents. Et donc ça, c'était aussi important de leur... c'est une manière de rendre hommage ou de valoriser en tout cas ces métiers. Alors, j'ai une personne que je connais qui a monté ton concurrent, mais en plus petit. Elle a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, je lui avais proposé de venir ce matin parce que je me suis dit que si tu avais des velléités à vendre Wicker, je me suis dit qu'elle serait peut-être intéressée à te racheter. Ou l'inverse, hein. Sait-on jamais. Et alors, quand je lui parle, elle s'appelle Sandra, quand je lui parle, elle me dit, moi, mon gros concurrent, c'est l'État français ou les aides. C'est à chaque fois que je trouve une femme de ménage pour aller la présenter chez mon client, la femme de ménage me dit non, mais en fait, je préfère rester à la maison parce qu'avec les aides, alors, ne tweetez pas, c'est pour ceux qui sont adeptes. On rentre dans la polémique. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as le même problème? Ah oui, mais par ailleurs, vous pouvez tweeter quand vous voulez. De toute façon, moi, j'ai aucun problème. Vous pouvez tweeter alors. J'ai aucun problème. Non, mais j'ai aucun problème par rapport à ça. Et j'étais sur LCI il n'y a pas longtemps pour expliquer ce phénomène. On a un système de protection sociale qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de mettre en place une solidarité qui est absolument indispensable. Et je suis extrêmement favorable à cette solidarité. Par contre, le système est complètement con. C'est un système qui a été créé à sortir de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où il n'y avait pas de calculatrice, pas d'ordinateur, pas d'Internet. Et donc on subit encore aujourd'hui l'effet boulier. L'effet boulier, c'est quoi?
c'est que le système il a été conçu, vous gagnez entre 0 et 500 francs, vous aviez 100 francs d'allocation. Vous gagnez entre 500 et 800 francs, vous aviez 80 francs d'allocation. Vous gagnez entre 800 et 1000 francs, vous aviez 50 francs d'allocation. Vous gagnez au-dessus de 1000 francs, vous aviez 0 francs d'allocation. Donc on avait fait des systèmes simples avec des tranches et des seuils. Et donc ça, un système en escalier. Et on a gardé ce système en escalier. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été capable de retrouver ce qu'on appelle une fonction affine, truc qu'on apprend en 6e, qui permet d'avoir une droite. Et pourquoi c'est catastrophique? Parce que en fait, ça crée des effets de seuil énormes. Et des fois, vous gagnez 1 euro de plus dans l'année, vous pouvez perdre jusqu'à 200 à 300 euros d'allocation par mois. Parce que vous avez gagné juste 1 euro de plus dans l'année déclarée, vous allez perdre 200 à 300 euros net d'allocation par mois. L'optimum en la matière, c'est la CMUC. La CMUC, c'est 8 657 euros par personne quand vous êtes une personne seule. Si vous gagnez moins de 8 657 euros dans l'année, à ce moment-là, vous maximisez toutes les aides qui existent, parce que ceux qui sont titulaires de la CMUC, ce sont les plus pauvres parmi les plus pauvres de nos concitoyens. Et donc c'est maximisation des allocations logement, exonération de la taxe d'habitation, exonération de la redevance télé, tarif social sur l'eau, l'électricité, le gaz, les transports, etc., etc., etc. Au total, ça fait entre 400 et 700 euros d'allocation par mois en fonction de votre situation et du lieu où vous habitez. Et donc l'optimum pour ces gens consiste à travailler 20 heures par semaine déclarées et 15 heures au black. 20 heures par semaine déclarées, vous allez gagner 650 euros net. 15 heures au black à 10 euros net de l'heure, vous allez aussi gagner 650 euros net. Et derrière, votre rémunération, ça va être 650 euros net de rémunération déclarée, 650 euros net au black, entre 400 et 700 euros net d'allocation mensuelle, ce qui fait des revenus entre 1700 et 2000 euros. Quand je propose un CDI temps plein à une personne, c'est 1250 euros net. Donc, il y a un petit écart et une petite concurrence qui est difficile. Et ce système, il existe à tous les niveaux. Il existe à tous les niveaux et il est catastrophique. C'est-à-dire que le système avec des paliers, même sur quelque chose qui s'appelle la page prestation d'accueil du jeune enfant, mais toutes les prestations sociales fonctionnent de cette façon-là. La page prestation d'accueil du jeune enfant, qui est quelque chose que vous avez, qui est une prestation universelle, qui est délivrée par la CAF, accessible à tout le monde. Vous avez moins de 45 000 euros de revenus dans l'année, vous avez mensuellement, pour un enfant de moins de 3 ans, 700 euros par mois d'allocation. Vous avez plus de 45 000 euros de revenus, vous avez 600 euros. Je vous ai arrondi les chiffres. Mais c'est globalement, il y a une grosse centaine d'euros nets d'allocation de différence par mois. Et donc, vous gagnez dans l'année 44 990 euros. Vous avez 700 euros net par mois. Vous gagnez 50 010 euros. Vous avez 600 euros d'allocation. Et donc, au total, sur l'année, c'est 1200 euros net d'écart. 1200 euros net d'écart, ça fait 2000 euros bruts. Donc il faut gagner 5% de plus quand on est à 45 000 euros pour compenser ce truc. Et ça, c'est juste une des allocations. Mais il y en a partout. C'est-à-dire que tout notre système d'allocation, il est construit avec des systèmes qui font des effets de seuil énormes. Et moi, je ne l'avais pas compris. Ce sont mes salariés qui me l'ont expliqué. Et le truc le pire que j'ai, dans les trucs les pires que j'ai vécu, c'est des salariés qui vous disent non, pas d'augmentation ou pas la prime, parce que sinon, je gagne moins ma vie. Et encore pire que ça, j'ai eu une téléconseillère, qui est une personne d'une quarantaine d'années. Je l'avais recrutée il y a un peu plus maintenant c'était il y a 3 ans. Pendant plus d'1 an, à chaque fois que je la voyais, elle était « Waouh, c'est super, j'ai un CDI, machin, etc. » Et même à un moment, au bout de 8-9 mois, elle était venue me voir en me disant « J'ai pu acheter une voiture. C'est la première fois de ma vie. J'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu faire un emprunt immobilier, un emprunt, parce que j'ai mon CDI. » Une personne n'avait jamais eu un CDI avant. Jamais, jamais, jamais. Elle avait fait de l'intérim, des petits boulots, des machins, mais jamais un CDI. Elle a eu des CDI, jamais un CDI. C'était la première fois. Donc elle avait pu s'acheter la voiture. Elle était radieuse, elle était super contente. Et puis, au bout d'un peu plus d'1 an, elle vient me voir et elle me demande une rupture conventionnelle pour qu'elle puisse toucher le chômage. J'ai dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu veux toucher le chômage? Ça se passe bien, tu es super contente, machin. Elle me dit, oui, mais parce que je gagnais mieux ma vie avant. Et au chômage, je gagnerais mieux ma vie. Non, c'est pas possible. Tu gagnes 1250 euros net. Au chômage, tu vas gagner 57% de ton brut, soit 840 euros. Donc, si je sais bien calculer, ça fait quand même 410 euros d'écart. Mais non, vous vivez sur quelle planète?
A priori, la même que la tienne. Et ouais, mais parce que, en fait, comme ça fait depuis 1 an que j'ai un revenu temps plein, je suis en train de perdre toutes mes aides. J'ai perdu 190 € d'allocation par mois sur mon logement. La cantine scolaire de ma fille me coûte 80 centimes de plus par repas. Je dois maintenant payer l'eau, l'électricité, la redevance télé, la taxe d'habitation, le machin, le truc, etc., etc. J'ai fait mes calculs à la fin du mois. Si j'ai 20 à 30 € d'écart, c'est le bout du monde. Et vous vous doutez bien que si je ne suis pas en CDI temps plein chez vous, je pourrais faire un peu de business. Qu'est-ce que tu préconises par rapport à ça? D'arrêter avec les paliers? Ce que je lui ai préconisé, c'était, je lui ai dit, mais ouais, ta fille de 10 ans, ça ne va pas te donner un super bon exemple. Elle m'a dit, oui, vous avez raison, elle reste 1 mois de plus. Mais en fait, c'est terrible. Parce que, et quand je dis ça, je stigmatise absolument pas ce comportement parce que je ferai la même chose. On est face à des gens qui ont pas beaucoup de moyens et donc on est juste sur un point d'optimisation des revenus. Et quand il s'agit, parce que il s'agit quand même pour beaucoup de ces gens-là de mieux manger, de mieux se vêtir, parfois même juste de non, c'est pas juste de manger parce qu'on est quand même pas. Mais voilà, je ferai la même chose. Donc c'est pas le comportement et c'est pas ça que je stigmatise. Et je stigmatise pas du tout la solidarité. Elle est absolument indispensable et nécessaire. J'y suis très favorable. Par contre, ce qui est complètement couillon, c'est qu'au lieu d'avoir un système qui soit progressif, qui fait que quand vous avez 1 € de revenus déclarés en plus, ben vous ne pouvez pas perdre. Il faut que quand on ait 1 € de revenus en plus, on ne peut pas perdre 200 à 300 € net par mois de revenus. C'est ça qui est complètement délirant. Et donc, il faudrait qu'un système progressif, vous avez 1 € de revenus déclarés en plus, vous pouvez perdre peut-être 30 ou 40 centimes d'allocation, mais au moins, vous avez un net par euro de revenus supplémentaire. Et c'est, au passage, un peu la direction qu'est en train de prendre l'actuel gouvernement avec la revalorisation du travail, des systèmes de primes pour l'emploi qui sont un peu plus importants, etc., pour encourager la reprise d'un emploi par rapport à l'absence d'emploi déclaré. Et par rapport à des systèmes d'optimisation entre des temps de travail et des temps non travaillés. Mais effectivement, c'est un vrai problème de la façon dont notre système de protection sociale est construit avec ces paliers. Et en termes... Et ça, je ne l'avais pas compris. Il n'y a que 3 ans. Tu vois, je suis un peu lent à la détente. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et ce sont mes salariés qui m'ont expliqué. Parce que ce n'est pas mon univers à la base. Et quand j'en parlais aux politiques, eux non plus, ce n'était pas leur univers. Donc, il y en a plein qui ont découvert ça et je leur ai expliqué ça. Ils n'en avaient absolument pas conscience. Et vous faites du lobbying auprès de votre association ou avec votre association professionnelle auprès des pouvoirs publics pour faire entendre ça? Tout à fait. Moi, je suis président de la commission sociale et emploi chez Croissance Plus. Et on fait effectivement beaucoup de lobbying. Croissance Plus, c'est une association d'entrepreneurs de croissance. Donc, c'est que des entrepreneurs. Ce ne sont pas des dirigeants, c'est des entrepreneurs qui sont dans une trajectoire de croissance et qui considèrent que les fruits de la réussite doivent se partager aussi avec leurs collaborateurs et leurs salariés. Donc, c'est un mouvement avec des valeurs qui sont fortes autour de ce partage et du partage des fruits de la croissance. Et donc, on essaye effectivement d'influer c'est une des missions de Croissance Plus, c'est d'influer positivement auprès des différents décideurs politiques pour faire évoluer l'environnement pour qu'il soit le plus favorable possible au développement des entreprises de croissance. Et les questions de recrutement qui sont au cœur des problématiques de beaucoup d'entreprises, et alors, des recrutements à différents niveaux, hein. Ça peut être recrutement sur des postes de très très haut niveau, mais comme des postes d'entrée dans le marché du travail, sont des freins réels au développement de nos entreprises. Et moi, je connais pas, je connais quasiment aucun chef d'entreprise qui n'est pas en problématique numéro 1, celle du recrutement. Beaucoup plus pour trouver des salariés et des collaborateurs de valeur que de trouver des clients. C'est bien plus compliqué de trouver des collaborateurs. Et sur tous les métiers. Sur tous les métiers. La dernière fois, j'intervenais sur une table ronde avec Marwan Laoud, le patron d'Airbus. Il me disait, nous, on a des problèmes incroyables pour trouver des salariés. J'étais avec Michel Landel, à l'époque où il était encore patron de Sodexo. Il me disait exactement la même chose. J'étais avec un menuisier, avec un transporteur routier. Tout le monde. On a tous des problématiques de recrutement hallucinantes. Alors que tu as pratiquement 6 millions de chômeurs entre ceux qui sont à temps plein et à temps partiel au chômage. On a un système qui est
Si on ne comprend pas que notre système est archaïque et qu'il faut changer ces systèmes de paliers et d'effets de seuil, on n'arrivera pas à résoudre un de ces problèmes qui est un problème majeur. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas intérêt à reprendre un emploi. Après, tout dépend de ta situation. Si tu es en couple dans le même foyer fiscal et que ton conjoint il a déjà une rémunération, de toute façon, tu n'es pas dans les effets de seuil en dessous, donc de toute façon, tu vas pouvoir travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même réussi à recruter un certain nombre de personnes. Mais tu as effectivement, sur un certain nombre de cas, beaucoup plus intérêt à limiter tes niveaux de rémunération, à faire une partie au black, une partie déclarée, plutôt que de travailler à temps plein déclaré. Ah, c'est clair. J'ai lu dans la presse, tu sais, quand tu as un journaliste qui interviewe une star, il y a toujours ce type de remarque. J'ai lu dans la presse, c'est pas vrai, hein, que tu travaillais avec ton épouse, c'est vrai? Ouais. Oui. Je travaille avec mon épouse. Alors, justement, tout à l'heure, je travaille avec mon épouse qui... je pense que si on ne le faisait pas, on ne serait plus ensemble depuis très longtemps. Parce que créer une entreprise, c'est quand même... c'est marrant parce que j'ai 3 filles. Les 3 filles, elles appellent l'entreprise, elles disent que c'est leur grande sœur. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez prenant. Ouais. De créer une boîte. Et puis, vous avez des moments d'exaltation énorme et des moments potentiellement de dépression assez forte. Et avoir quelqu'un qui comprend ça et qui vous aide aussi, c'est important. Et c'est à peine caricatural ce que je veux dire, mais à un moment, on ne travaillait pas ensemble. On venait d'avoir notre deuxième fille. Elle était à la maison avec Margot. Et elle me parlait de ses journées et du fait que à l'école, il y avait la fête de l'école à préparer et les crêpes à préparer pour le truc, et que le jeudi, il y avait les points sur sa carte casino qui étaient doublés. Et moi, j'étais sur mes problématiques de trésorerie, parce qu'à l'époque, c'était assez chaud, et sur des problématiques importantes en droit social et en fiscal, etc. Et tu as un décalage. Et tu as un décalage. Et aujourd'hui, en fait, elle comprend parce qu'elle est aussi au comité de direction, même si elle comprend les choses. Et c'est vachement important. C'est vachement important parce que, comme disait un des grands penseurs du XXe siècle, Bernard Laporte, il faut être capable de gérer les temps forts et les temps faibles. Et tu as des temps forts émotionnels et des temps faibles émotionnels. Et quand tu es dans un temps fort émotionnel, faut regarder vers l'avant et te dire tout ce que tu as encore à accomplir, et donc tu baisses le melon. Et quand tu es dans un temps faible émotionnel, tu regardes derrière et tu regardes tout ce que tu as déjà accompli, tu te dis finalement c'est quand même pas si mal. Voilà. Et ton conjoint est aussi là pour t'aider à le réaliser, à le comprendre. Puis ça permet, c'est aussi un sparring partner, donc ça te permet d'évacuer des moments de pression. Voilà. Et il y a plein de gens qui disent non mais c'est compliqué d'être... et moi j'arrive à séparer cet aspect personnel et professionnel. Et c'est important pour moi et pour mon équilibre et pour notre couple en fait qu'on bosse ensemble. Je vous rappelle que c'était un entretien de recrutement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu me recrutes avec ma femme alors? Non mais c'est ça. Alors par contre, si on le recrute, on ne connaît pas ça. Enfin, bon, on le recrute ou pas alors? Ouais. Oui, bon, ouais, on peut t'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Je vais faire le prête micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, Isabelle Pinquet, manager de transition DRH. Je voudrais savoir quel a été le rôle de l'encadrement dans votre stratégie de croissance. Qu'est-ce que vous avez attendu de vos managers et de vos managers de proximité?
Alors, leur rôle, il est obligatoirement, il est essentiel. Parce qu'on ne crée pas une entreprise comme ça, on ne peut pas la créer toute seule, bien évidemment. Et en fait, ce qui est compliqué, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du chef d'entreprise, même de tous les collaborateurs, quand vous êtes dans une stratégie de croissance et dans une stratégie de croissance forte, vous avez des gens qui sont adaptés à certaines périodes et à certaines phases de l'entreprise. Et ce qui est le plus compliqué, une des choses les plus compliquées à faire, c'est de savoir se dire au revoir quand le moment de se dire au revoir est le bon moment parce que la personne n'est plus au bon niveau par rapport. On n'est plus adapté. C'est pas le bon niveau en fait. N'est plus adapté au poste. Et ça, c'est compliqué et pour eux et pour leurs équipes. Et être capable de se dire, ça c'était la bonne personne quand on faisait 50 millions, c'est plus la bonne personne quand on fait 150 millions. C'est plus la bonne personne parce que son mode managérial n'est peut-être pas le plus adapté. Là, j'avais deux de mes directeurs qui étaient des gens qui étaient extraordinaires à 50 millions. Extraordinaires. Mais ils avaient un mode de management où ils devaient tout contrôler. Donc à 50 millions, ça passait nickel. Il y avait 50 problèmes à gérer, les 50 trucs étaient gérés nickel. À 100 millions, pour caricaturer un peu, c'est 100 problèmes. Et les 100 problèmes, il y en avait peut-être 60 qui étaient gérés impeccablement et il y en avait 40 qui étaient gérés moyennement. Et à 150 millions, 150 problèmes, 150 sujets à traiter, là, il y en avait peut-être 60 qui étaient gérés impeccablement, 60 qui étaient gérés moyennement et 30 qui n'étaient pas du tout gérés. Et sur les 30 qui n'étaient pas du tout gérés, par exemple, une de directrice a coûté l'année dernière 2,5 millions. Et donc, la personne a été extraordinaire à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais elle n'était plus adaptée après. Et ce qui est attendu, c'est savoir être capable d'appréhender ses limites à soi et celles des autres, être capable aussi de le dire, être capable de ne pas mettre les choses sous le tapis, être capable de lever la main pour dire j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de changer de poste. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, Patrick, c'est que ma femme, on a fait les mêmes études, parce que l'école de commerce est quand même la première agence matrimoniale du monde. Donc on a fait les mêmes études, et elle a été DAF à un moment de l'entreprise. Mais à un moment, elle a dit je peux plus. Je peux plus, à la fois parce que ça commence à devenir trop complexe, et à la fois parce que de toute façon, mon équilibre de vie, c'est de travailler 4 jours par semaine, et que de rester DAF d'une entreprise en très forte croissance, en travaillant que 4 jours par semaine, c'est un peu compliqué pour un certain nombre de choses. Et donc, elle a changé de poste. Et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident pour chacun de se dire, ça devient un peu trop gros, où les contraintes qui sont imposées ne me conviennent plus, où je suis plus forcément à l'aise dans ce poste, et donc je souhaite et je demande à changer de poste, je demande à me faire accompagner parce que je suis plus la bonne personne. Et le faire pour soi et le faire pour ses équipes. Séparer l'affectif du professionnel, mais tout en gardant dans la décision qu'on a prise, qui est une décision par rapport à est-ce que la personne est la bonne personne par rapport au poste. Derrière, on le fait proprement, on le gère humainement. Et donc on essaie de trouver soit un autre poste dans l'entreprise dans lequel la personne peut s'épanouir si elle l'accepte, soit on se sépare proprement. Et ça, c'est compliqué en fait. Ça, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué pour le chef d'entreprise. Et très souvent, en fait, moi je le constate chez Croissance Plus, le chef d'entreprise est le premier ennemi de la croissance de son entreprise. Parce qu'on ne veut pas, on n'ose pas, on ne fait pas, on ne se sépare pas des gens dont on devrait se séparer. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, encore une fois, mais parce qu'ils ne s'épanouissent plus. Je vous ai dit, mon DSI, mon associé, il était incroyable en développement. Sauf qu'en DSI, il était catastrophique. C'était pas son truc, c'était pas son kiff, il prenait plus son plaisir. Lui, il adore concevoir et réaliser. Et en DSI, il le faisait plus. C'était tellement le truc qu'il aimait que
dans la journée, il faisait un peu le DSI contraint et forcé, et le soir et la nuit, et le week-end, il développait encore, il codait. Le mec qui était DAF d'une boîte de 200 millions, il codait, quoi. Il était DSI d'une boîte de 200 millions, il codait. Parce que c'était vraiment ce qu'il aimait, quoi, le truc dans lequel il s'épanouissait. Et voilà, et ça, c'est important de le faire avec ses proches collaborateurs, et c'est important que ses collaborateurs le fassent aussi. Parce que les collaborateurs, vos managers, vos directeurs, ils ont exactement la même chose avec les gens. Et donc, il y a cet aspect affectif, il faut réussir à le séparer du professionnel. Moi, j'ai dû quand même séparer de deux de mes associés, de la première femme, puis de la deuxième femme d'un de mes associés, d'un de mes meilleurs amis, changer le poste dont je vous ai dit de mon épouse. Voilà, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut que vos collaborateurs l'acceptent. Il faut que aussi ils fassent la même chose avec leurs équipes. Parce que la personne qui était chargée de recrutement peut-être au départ, elle était très bien quand la boîte elle faisait 20 millions d'euros, mais qu'elle n'est pas capable d'être la responsable emploi et carrière et GPEC d'une entreprise qui a grandi et d'être la patronne du service avec 4 ou 5 personnes en dessous d'elle. Et entre le moment où tu libères, où tu te sépares d'un de tes collaborateurs managers et le moment où tu recrutes le nouveau manager. Voilà, on fait appel à de la transition. Voilà. Merci, je vois que tu percutes vite. Tu percutes vite quand même. Colin Lisk, directeur associé du cabinet. Bonjour. Tout d'abord, merci Guillaume pour ce récit passionnant qui nous a inspirés ce matin. Si je me permets, j'ai deux questions. Mais la première concerne la structure du capital. Sur le chemin de la croissance, vous arrivez sans doute à un carrefour où vous devez choisir de rester patron majoritaire de votre entreprise, en bon Mittelstand allemand, ou vous devenez le Veolia international des services et vous entrez en bourse, vous cédez le capital à un fonds. Comment voyez-vous le futur et ces décisions sur le chemin de la croissance ? Alors, en fait, moi j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand je vous ai dit, on était 5 associés, donc en 2004, j'avais 28% du capital. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai 65% du capital. Et normalement, dans un mois et demi, j'ai 100% du capital. Donc, vous pouvez tant que vous n'êtes pas coté en bourse, vous pouvez vous relever de façon à chaque fois. Quand vous faites une levée de fonds, vous en profitez pour vous relever. Et à la fin, vous pouvez faire une opération qui est dite sponsorless, où vous faites une levée de fonds exclusivement bancaire. Et donc, vous créez une newco dans laquelle vous apportez vos parts. Vous allez chercher du financement bancaire et vous rachetez l'intégralité des parts qui vous manquent. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai plutôt le système inverse que celui que vous décrivez. Je ne me suis pas dilué, je me suis relevé à chaque étape. On a oublié de signaler que l'entreprise faisait 7,5 millions d'EBITDA, je crois, non ? Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est un métier dans lequel les marges sont faibles. Ça permet de situer cette fois l'EBITDA. Élodie. Bonjour Guillaume, je suis Élodie Loin, je suis manager de transition dans le secteur de la distribution et des services. J'ai particulièrement apprécié votre priorité de prendre soin de vos salariés d'abord, partant du principe que des salariés satisfaits font des clients satisfaits. Je serais intéressée de savoir quelle est votre mesure de satisfaction de vos salariés. Est-ce que vous avez des indicateurs comment est-ce que vous savez que vos salariés sont satisfaits et quelle est cette évolution dans l'entreprise ? Alors, on a deux choses, on a mis en place deux choses. La première, c'est qu'on fait des enquêtes annuelles sur la façon dont les salariés se sentent dans l'entreprise. Et ces enquêtes montrent qu'on a 94% des salariés qui se disent satisfaits. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais d'un autre côté, 94% qui sont satisfaits, c'est-à-dire qu'il y en a 6% qui ne le sont pas, et sur 17 000 collaborateurs, c'est quand même un peu angoissant de se dire le matin que j'ai plus de 1000 collaborateurs qui vont bosser alors qu'ils ne sont pas contents. Donc moi, c'est le truc qui m'embête le plus. Et donc on a mis quelque chose de complémentaire.
c'est qu'on a mis un système de smiley où à tout moment, nos salariés, puis demain nos clients, vont pouvoir exprimer leur humeur, la façon dont ils sont par rapport à l'entreprise. Donc s'ils ont un grand sourire avec ses verres, tout va bien. S'ils sont neutres et orange, il va falloir qu'on se préoccupe un peu et qu'on les appelle, et on a 48 heures pour les appeler pour savoir ce qui se passe. S'ils sont rouges et pas contents, là, c'est réaction immédiate. Et donc ça commence à être implémenté un peu partout, parce que attendre un an, c'est un peu long. Et sur l'année, en fait, on n'a que des éléments généraux. Sur les enquêtes annuelles, ce sont des enquêtes anonymes, donc on n'a que des éléments généraux, on n'a pas des éléments individuels, personne par personne. Là, en fait, on va avoir, avec ce système de smiley, l'état de satisfaction de chacun des collaborateurs. Juste un des petits trucs aussi que j'avais oublié de dire, on a mis en place dans l'entreprise un truc que je vous conseille de mettre en œuvre, qui est le merci bravo. En fait, tous les matins, là tout à l'heure, le truc il sonnait dans ma poche. Tous les matins à 9h, j'ai un truc un reminder qui arrive et qui me dit qui je peux remercier ou féliciter aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place pour moi et pour tous mes managers. Et en leur demandant le matin, la première chose que vous faites, c'est que vous vous posez la question de qui je peux remercier ou qui je peux féliciter aujourd'hui. Prioritairement un collaborateur, mais ça peut aussi être quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise. Et se poser la question de démarrer la journée sur quelque chose de positif. Et on a tellement... et en plus, je leur demande au moins plusieurs fois par mois de joindre le geste à la parole et d'offrir des fleurs ou des chocolats aux collaborateurs. Et j'en ai même mis en place un système avec une entreprise qui s'appelle les Fleurs de Nicolas, où on a tout processé pour que les managers ils aient juste à appeler en disant voilà, je fais envoyer des fleurs à telle personne ou des chocolats à telle personne, hop, tac, et tout le budget est fait. Moi, je m'assure personnellement qu'ils consomment ce budget, fleurs et chocolats, pour remercier les collaborateurs. Et ça peut paraître, là aussi, ça peut paraître de l'ordre du symbolique, mais je peux vous dire que le pouvoir des fleurs, comme chantait... mais je n'aime pas du tout ce chanteur, donc j'ai oublié son nom. Et ben, c'est vachement important. C'est vachement important. Et juste pour la petite anecdote, une fois, c'était une haute fonctionnaire qui nous avait dépatouillé un dossier. Je lui ai envoyé des fleurs et je l'ai eu au téléphone. Elle était en pleurs. Elle m'a dit ça fait 25 ans que je bosse, il n'y avait jamais personne qui m'avait remercié, alors encore moins quelqu'un qui m'avait envoyé des fleurs. Eh bien, je peux vous dire que ça marche. Et alors, en tant que patron, ça coûte beaucoup moins cher qu'une augmentation et c'est vachement plus efficace. Merci. Pierre Bataille, business developer dans le cabinet Delville et un petit cousin de l'EDEC également. Oula. Tout à fait. Bonjour monsieur. On m'entend là ou pas? Nickel. Oui, ok, d'accord. Je voulais revenir sur une chose dont vous avez parlé tout à l'heure. Je voulais savoir ce qui avait fait que ça n'avait pas fonctionné pour eux2 en Belgique. Est-ce que c'est une question de culture qui est plus complexe, de demande, de timing ou de concurrence peut-être aussi? Alors, il y a des raisons officielles. Bon, la raison officieuse, il n'y a personne du fisc dans la salle ou pas? Il y a quelqu'un du fisc ou pas dans la salle? Non. La raison officieuse, le vrai truc, c'est qu'en fait, c'était surtout pour organiser la sortie fiscale d'un de mes associés qu'on avait été ouvrir en Belgique. Donc derrière, on ne s'était pas donné les moyens. Donc au bout d'1 an et 1 jour, on a fermé le truc. Parce qu'au bout d'1 an et 1 jour, voilà. Donc bref. Donc ça, c'était la raison majeure, c'est que derrière. Là, il ne faut pas tweeter là. Non, là, il faut surtout pas le pas. dire. Donc la raison majeure, c'était ça, quoi. Je ne sais pas forcément un truc dont je suis très fier, mais bon, voilà. Bref, on n'avait pas le. Donc on avait organisé ça, et donc on ne s'est pas donné les moyens vraiment de réussir, mais surtout, le truc, c'est qu'on a dupliqué exactement ce qu'on faisait en France. Or, le marché n'est pas le même. En Belgique, ils ont un système, c'est beaucoup plus subventionné qu'en France, c'est 75% de prise en charge par l'État. Mais par contre, il y a un tarif qui est directement fixé par l'État, ce sont des titres-services que vous pouvez récupérer uniquement auprès de Sodexo, et ça a une valeur faciale de 21,80 € et vous les achetez 7 €
7 € auprès de Sodexo. 7 € et quelques auprès de Sodexo. Et dessus, vous avez 30% encore de réduction d'impôt. Donc ça vous revient, vous, à 5,50 € pour quelque chose qui a une valeur faciale de 21,80 €. Et donc c'est un marché où il y a un prix unique. Donc aucune possibilité de différenciation par la qualité de service. Aucune différenciation qui va derrière s'exprimer aussi en termes de coût, parce que si vous investissez plus dans vos collaborateurs, si vous amenez plus de méthodes, si vous amenez plus d'outils, c'est obligatoirement un coût. Mais c'est rentable pour le client parce que vous faites plus de choses, vous avez une valeur ajoutée plus importante. Mais en fait, là, de toute façon, vous ne pouvez pas exprimer cette valeur ajoutée plus importante parce que de toute façon, vous avez un tarif unique. Donc leur système est biaisé. Leur système, il n'est pas bon, il n'est pas structuré de façon pertinente. Leur système, il n'est pas structuré de façon pertinente. Ce qui fait que le seul objectif des entreprises en Belgique, c'est de maximiser le niveau d'aide et de minimiser les coûts salariaux pour maximiser la marge, parce que de toute façon, votre prix de vente, il est fixé. Il est fixé par l'État. Donc voilà. Donc, et ça, on ne l'avait pas forcément intégré et bien intégré. Donc le modèle est complètement différent. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que la meilleure des solutions, c'était plutôt que d'essayer d'imposer notre modèle à l'étranger, de travailler avec des entreprises qui existaient déjà et de les accompagner dans leur développement. Bonjour, Ahmed Benour. Jusqu'à maintenant, vous avez utilisé le digital d'une manière très intéressante, notamment pour développer le lien avec l'entreprise, en donnant des smartphones à tout le monde. Quelle est votre vision sur le long terme par rapport aux nouvelles tendances digitales, notamment la robotisation et l'impact sur le métier de vos équipes? Alors, on est passé de 1 à 10 000 collaborateurs grâce à l'informatique. Parce que l'informatique nous a permis de gérer des plannings importants, de gérer de la facturation, de gérer de la paye, de gérer des flux d'informations de façon fiable et sécurisée. C'est l'informatique et c'est aussi pour ça qu'un de mes associés était le DSI du groupe. On va passer de 10 000 à 100 000, voire 1 million grâce au digital et à la digitalisation de l'ensemble de nos process. C'est pour ça qu'on a équipé tôt 100% de nos collaborateurs de smartphones avec un accès Internet illimité. Parce que derrière, ça crée de la valeur ajoutée pour nos collaborateurs, mais ça va créer aussi de la valeur ajoutée pour nos clients. Ça crée de la valeur ajoutée pour nos collaborateurs parce qu'on a dit on fait passer de la formation, on fait passer leur planning, on fait passer leur fiche de paye, on fait passer énormément de choses là-dedans, on fait passer la fiche de route qui détaille ce qu'ils doivent réaliser chez le client, on fait passer derrière les trajets sont optimisés par Google parce que ça leur met le trajet qu'ils doivent faire, etc. Donc, la digitalisation, ça va leur apporter énormément à nos collaborateurs, mais ça va aussi apporter énormément à nos clients de valeur, parce qu'on va pouvoir simplifier les process et fluidifier les process d'échange entre notre client, notre intervenant et l'entreprise. On va pouvoir apporter des nouveaux services. Exemple, aujourd'hui, en moyenne, on habite à 274 km de chez nos parents. C'est statistique. Votre vieille mère âgée, elle habite donc en moyenne à 274 km de chez vous. Pour autant, il y a quelqu'un qui intervient et ça serait peut-être bien d'avoir un peu plus de liens. Et si j'ai mon intervenant qui peut, sur son smartphone, faire l'interface avec vidéo envoyée par votre maman qui va raconter comment ça va, etc., et qui vous l'envoie, ou à l'inverse, vous qui envoyez, qui poussez une vidéo et qu'on puisse accompagner votre maman, ça peut avoir de la valeur ajoutée. De la même façon, pour des enfants, vous êtes en réunion, vous êtes un peu embêté parce que vous dites la réunion elle finit pas, je vais arriver en retard. Vous envoyez un petit message à votre intervenante, aux deux, qui intervient chez vous, qui est avec les enfants, et vous dites je vais être en retard une demi-heure, est-ce que c'est grave, est-ce que ça pose difficulté ou pas? Et elle vous envoie la vidéo de l'enfant avec qui elle est en train de faire un gâteau en vous disant vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, ça se passe super bien, et vous êtes rassuré, vous pouvez continuer à bosser tranquille. Et donc là, on crée de la valeur ajoutée aussi supplémentaire pour nos clients, pour nos intervenants, grâce au digital. Et après, intégration de robots et d'autres formes et ubérisation du secteur, oui, bien évidemment, alors, nous, on travaille là-dessus pour faire en sorte que les avantages apportés par le digital soient des avantages
pair pour nos clients, parce que pourquoi est-ce que l'ubérisation, pourquoi est-ce que Uber a réussi à faire quelque chose pour les taxis? Parce qu'il a apporté une valeur ajoutée en termes de simplicité, de complétude de l'offre que n'offraient pas les taxis. L'accès simplifié sur son smartphone avec toutes les données pour gérer sa garde d'enfant, pour gérer son domicile, pour gérer tout ça, c'est ce sur quoi on travaille. On travaille sur des applis pour nos clients, on a travaillé sur les applis pour les intervenants qui sont en train de se développer et de se déployer partout en France. Et moi, je trouve que ce sont des aiguillons qui sont extrêmement intéressants. Et puis, par ailleurs, à l'intérieur du groupe, on aurait pu avoir comme stratégie de se dire, j'ai une marque unique, et cette marque unique, elle va faire X milliards d'euros dans quelques temps. Et ce n'est pas la stratégie qu'on a choisie. On a choisi une stratégie où on a plusieurs marques qui correspondent à plusieurs façons de travailler, à plusieurs positionnements, parfois même s'ils se recoupent un peu, pour justement pouvoir, par exemple, demain, donc la marque O2, c'est une marque qui travaille en prestataire, donc avec des salariés, qui travaillent sur l'ensemble des métiers, en étant un peu plutôt un positionnement premium. Demain, on pourrait très bien avoir une marque qui travaille avec des auto-entrepreneurs. Une fois que ce statut sera stabilisé et sécurisé pour nous, on pourrait avoir une marque qui travaille dans une forme qui s'appelle mandataire, c'est-à-dire avec des salariés qui sont les salariés du particulier employeur, et le particulier employeur nous confie un mandat de gestion qui nous permet, nous, de l'accompagner dans son mode de fonctionnement, etc., etc. Donc, on pourra avoir différentes formes de relations contractuelles avec nos intervenants, différentes formes de relations contractuelles avec nos clients, pour répondre à l'ensemble des besoins que peuvent avoir nos clients. Pour faire un parallèle, aujourd'hui, si vous tournez vers Orange parce que vous avez besoin d'Internet chez vous, ils peuvent vous proposer différentes solutions. Ils peuvent vous proposer de la fibre, ils peuvent vous proposer une box ADSL, ils peuvent vous proposer une box avec des cartes SIM 4G, ils peuvent vous proposer du satellite par leur filiale Nordnet. Vous, votre besoin, c'était quoi? C'était juste avoir Internet. En fonction des différentes caractéristiques de votre attente, ils vont être capables de mettre pile poil ce qui correspond le plus et ce qui répond le mieux à vos attentes. Et à travers nos différentes marques et nos différentes formes d'organisation, on va être capable, nous aussi, de répondre le mieux à vos besoins particuliers, à vos attentes particulières et aux attentes de nos intervenants. Parce que c'est aussi le truc qui est le plus important. Hein. Je vous ai dit, Vision, c'est l'entreprise qui porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et nos salariés, à un moment de leur vie, en fonction, nos intervenants, en fonction du moment de leur vie, ils peuvent rechercher du salariat qui leur offre de la protection, ils peuvent rechercher de l'entrepreneuriat qui leur offre une indépendance, ils peuvent rechercher de la micro-franchise qui va leur offrir plus de rémunération, etc., etc. En fonction de leurs besoins, de leurs attentes, leur offrir différents types de statuts, différents types de parcours pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs attentes et besoins. Merci beaucoup, Guillaume. On va s'arrêter là. Juste avant de te remercier et avant de t'applaudir, j'espère que tout le monde a vécu ce moment comme étant très inspirant. Pour nous, en tous les cas, il l'a été. Et il l'a été dès notre rencontre, que tu as oublié, j'en suis sûr, qui était le 11 novembre 2016, où lors d'un déjeuner à la conférence à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, tu me disais, nous, on a monté O2 quand on faisait 500 000 € de chiffre d'affaires. On a expliqué à tout le marché qu'on allait faire 100 millions et tout le monde s'est foutu, c'est un peu moqué de nous, quoi. Aujourd'hui, on fait 250 millions. On a annoncé à tout le monde qu'on allait faire 1 milliard et on va faire 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se met en ordre de bataille pour faire le milliard. En tous les cas, pour nous, ça a été inspirant et tellement inspirant qu'on en a fait la thématique d'un de nos séminaires, c'est pour dire, chez Delville. Et ce séminaire avait lieu au mois de décembre dernier, décembre 2016. Voilà. Et aujourd'hui encore, il continue à nous inspirer. Oui, de toute façon, c'est un truc d'une... Moi, mon inspiration, elle vient là aussi d'une des grandes philosophes du XXe siècle, Amel Bent, qui nous dit « Viser la lune, ça ne me fait pas peur ». Mais toujours le bras levé, le poing levé. Merci beaucoup, on peut l'applaudir très fort. Merci. Donc Guillaume, comme à notre habitude, tu restes avec nous, si tu as quelques dizaines de minutes pour prendre le café. Je vous invite également tous
et toutes à évidemment rester avec nous. On est aussi là pour réseauter. Le Club Delville, on est là pour faire des rencontres et des belles rencontres pour ceux qui ont encore un peu de temps. Je vous remercie de 2 choses. La première, c'est de retirer les chaises au fond de la salle, ou du moins de les entasser et de les mettre sur le côté, sinon on ne va pas avoir suffisamment de place. Primo. Et deuxième, c'est que s'il y a des personnes qui sont toutes seules, n'hésitez pas à aller les voir en leur disant bonjour, nous n'avons pas été présentés. Moi, je fais ça dans toutes les conférences et ça marche toujours. Voilà. En tout cas, ne restez pas seuls. Merci beaucoup, Guillaume.